Bonjour à tous. Merci à l'URPS l'URML d'avoir organisé cet après-midi pour présenter les ESS. Moi, je suis le docteur Dupuy-Fourdan, Florence, je suis dermatologue, installée depuis 2006 dans le Loiret, d'abord en milieu rural et ensuite à Orléans. D'abord, je tiens à remercier vraiment l'URPS parce que sans vous, on n'aurait jamais pu monter ce projet. Ça date de 2024 avec d'abord l'association, créer une association loi 1901. Donc c'est vraiment vrai, on a de l'aide du début jusqu'à la fin. Ça, c'est très important de le dire parce que c'est hors de notre corps de métier de monter ce genre de projet. Puis après, on a pu étoffer avec une coordinatrice qui nous aide beaucoup. Moi, je fais de la télexpertise depuis très longtemps, depuis 2015, avec l'URPS, avec un projet qui avait été lancé par l'ARS et un ancien logiciel qui s'appelait Covotem, développé par le GRAD. Et donc petit à petit, j'ai réussi à convaincre quelques collègues à venir me rejoindre avec l'arrivée d'Omnidoc, donc en juin 2023 sur le réseau Tout Venant, c'est-à-dire qu'on répondait à toutes les demandes. Et puis, bien sûr, j'ai eu connaissance, comme j'étais élue RPS, sur l'arrivée des ESS. Et je me suis dit, c'est une occasion rêvée pour faire du lien entre dermatologues. Et plus spécifiquement, la téléexpertise est bien adaptée à l'oncodermatologie, donc tout ce qui est tumeur, pigmentée ou pas, c'est vraiment très très bien adapté avec la photo et l'expertise par dermatoscopie. Et c'est comme ça qu'on a pu agréger d'autres collègues avec le 16 janvier 2025 qui a démarré donc Oncoderm. Mais avec tout ce projet en amont, c'est beaucoup de papier et sans l'aide pratique, je crois que c'est vraiment très compliqué à monter. Parce que nous, on avait une association de dermatologues, une association de FMC, qu'on a intégrée au sein de l'ESS. On n'a pas recréé une seconde association parce qu'on ne voulait pas un deuxième bureau. On est déjà très peu nombreux et très peu de gens engagés. Si on crée deux bureaux différents, c'était compliqué. Donc il a fallu qu'Alice des démarches administratives pour intégrer la DVO au sein de l'ESS et faire constituer un seul bureau. Voilà, actuellement, on est 11 dermatologues. On répond, quand on est d'astreinte, sur le réseau Tout Venant et l'oncodermato à une centaine de téléexpertises par semaine. Il faut savoir que dans les centaines de téléexpertises, on en revoit un tiers des patients quand même. Donc ça demande plusieurs semaines avant d'intégrer dans notre emploi du temps le nombre de patients qu'on revoit. Mais on est tous convaincus, tous les 11, de l'utilité de l'ESS. D'abord pour le patient, pour nos confrères médecins généralistes et le lien qu'on a créé entre nous. Hier soir, on a eu une visio pour faire le point sur le projet de santé qu'on va représenter à la CPRM. Et on était tous les 11 participants et c'était vraiment très, très interactif et très stimulant. Voilà, je vais laisser la parole. Merci. Bonsoir, du coup moi c'est Mère-Ancienne Sierra, je suis coordinatrice de l'équipe de soins spécialisés de pneumologie. Elle a été créée en 2024 par Dr Jibaoui qui est dans le Loir-et-Cher avec Dr Vidal qui est dans l'Indre-et-Loire. Aujourd'hui on a une cinquantaine de membres au sein de l'ESS. On a 23 libéraux et le reste sont des hospitaliers. Dans les actions un peu phares de l'ESS, ça a démarré avec la mise en place de RCP, donc on en parlait tout à l'heure. L'idée c'était de créer des RCP qui permettent à plusieurs libéraux de se retrouver autour de cas patients, spécialistes de l'ESS et autres spécialités, mais aussi de se retrouver sur les RCP hospitalières pour pouvoir, du coup, au niveau des bruits à tenir, avoir un lien direct avec les hospitaliers sur les parcours patients. Donc là, on est à 3 RCP par semaine et sur différentes thématiques. Donc on a le cancer bronchique, les maladies pulmonaires rares, et depuis peu, le 28 mai, on va démarrer une RCP sommeil, sur l'apnée du sommeil de l'enfant et une sur l'apnée du sommeil adulte. Voilà. Après, on a aussi une action du coup de téléexpertise, de formation auprès du premier recours médecine générale et paramédicaux, et des parcours de soins coordonnés, comme on a pu évoquer tout à l'heure dans les actions possibles des ESS. Voilà pour l'ESS Pneumo. Pour l'ESS Gastro, donc nous, ça a été créé, le dossier a été monté avant, mais elle marche depuis un an, 1er avril 2025.
Donc nous, on est 10 gastro-entérologues du Loiret, un du Cher et un de l'Indre. Et depuis la semaine dernière, un du 41. Yes. Voilà. On n'a pas Tours parce qu'il n'y a pas de problème d'accès aux soins à Tours. Et nous, notre ESS est vraiment tournée sur l'accès aux soins. En fait, elle a été créée parce qu'il y avait des retards diagnostiques qui étaient majeurs, y compris chez des patients qui avaient des cancers visibles sur des scanners pendant 3 mois avant de voir un gastro-entérologue. Et ça, c'est insupportable à notre époque. Donc en fait, nous, c'est vraiment centré sur l'accès aux soins. Donc Tours, sur l'ESS, il y a un portail d'entrée pour les gens du 37 vers les gastro de Tours. Et puis ils ont aussi leur omnidoc personnel, voilà, pour répondre aux avis. Donc en pratique, nous, on répond sur tous les avis, mais on est centré sur les choses qui ne peuvent pas attendre. Donc on a 4 critères qui sont les tests FIT positifs, les anémies fériprives, les images tumorales vues sur l'imagerie et les problèmes de pancréatite ou d'angiocolite, voilà, les problèmes biliaires ou pancréatiques. C'est ces 4 critères-là qui, normalement, nous obligent à donner une consultation rapide sur ce type de patient. Bon, ça marche pas mal, hein. On a 10 à 12 avis par semaine. On n'est pas comme les dermatologues, on est plus tranquille. Mais par contre, il faut rajouter les patients en consultation et c'est des examens plutôt en urgence, donc c'est vrai qu'il faut laisser des créneaux un peu libres. Voilà, l'action phare qu'on a fait récemment, c'est un partenariat avec le centre de dépistage, où le centre de dépistage a accès à Omnidoc pour demander une consultation auprès d'un gastro-entérologue chez un patient qui n'a pas de médecin traitant et qui a fait un test en pharmacie qui est positif. Donc ça, je pense que on est assez fiers d'avoir fait ce partenariat avec le centre de dépistage. Et puis voilà, je crois que j'ai fait l'ensemble des choses. Voilà. Il peut y avoir des questions entre chaque intervenant. Il ne faut pas que... Passe le micro. On prend le micro. Pardon. Vas-y. Ça, c'est la question aussi de tous les 30% de patients qui n'ont pas de médecin traitant. C'est compliqué. Donc, moi, je suis Nathalie Gisbert pour s'il n'y a pas de questions pour mon voisin. Après, référente de Allopsy, donc un petit topo d'histoire, parce qu'on est vraiment atypique, comme vous avez pu le voir, on a démarré à 3, et on est 7 en libéral dans le 41, sans compter les cliniques, bon, où ils sont aussi en libéral. Donc on avait commencé par mettre il y a 5 ans une petite structure en place qui ressemblait plutôt à nous 3, à un petit hôpital de jour où nos patients pouvaient trouver beaucoup d'activités à faire. On avait acheté une maison, donc on a fait pas mal de choses, un journal, tas de trucs. Et tout ça sur base de bénévolat. On a fait venir beaucoup de nos amis, tout ça. Du bénévolat. Puis un jour, le docteur Doré Panchou, qui nous connaissait, nous faisant parler de ce qu'on faisait, a dit mais c'était le début des ESS, nous a donné cette idée, mais en fait ça pourrait être, vous faites déjà un boulot très relationnel, très branché sur les autres, etc. Vous pourriez peut-être penser à une ESS. Et après, évidemment, merci à Alice Rochette qui a pris le relais de toute cette réflexion. On a démarré à 3, plus... Quand on a eu donc la première fois en 2025 l'agrément, on a embauché un coordinateur psychologue à qui je vais passer la parole, qui va parler maintenant de ce qu'on fait, ce qu'on a fait cette année. Il faut savoir qu'on est un peu ému parce que demain on reçoit les tutelles pour savoir si c'est prolongé, continuer. On a réussi à trouver 10 psychiatres qui ont bien voulu faire ça avec nous, donc dans un esprit de travail collectif, dont certains travaillent déjà dans les cliniques. Vous savez que le Loir-et-Cher, ça a une histoire un peu particulière pour la psychiatrie, puisque c'est surtout là que s'est développée la psychothérapie institutionnelle. Nous, on continue au Allo, donc Allo qui a donné le nom de Allopsy. On continue au Allo à travailler avec ces fondamentaux-là, avec ces idées-là, c'est humaniste évidemment. Et c'est aussi pour dire que le travail d'expertise, c'était pas... notre donnée de base, enfin c'était pas facile pour nous au départ.
Et vous allez voir qu'avec le SS, on a évolué, de pouvoir donner des avis ponctuels, de pouvoir recevoir les gens un petit nombre de fois. Mais on va vous parler plus spécifiquement du travail du coordinateur. Donc, bonjour à tous, Émeric Thomasset, du coup je suis coordinateur pour Allopsy. Effectivement, moi quand je lis là sur le doc, je vois freins et réussite des ESS. Nous on a eu pas mal de freins quand même, notamment dans ce qui était dans la prise en soin, finalement qu'est-ce que ça veut dire une expertise en psychiatrie. Parce que quand on reçoit un patient, surtout en psychiatrie, le soin c'est sur du long cours, c'est sur du long terme. Et donner simplement un avis et finalement, ou alors administrer un traitement, mais finalement laisser derrière le patient dans la nature, entre guillemets, c'est compliqué. Donc moi, à chaque fois que j'appelais les médecins psychiatres, et puis on en a beaucoup discuté avec les 3 psychiatres de la maison justement du Halo, quid de la suite des soins. C'est vraiment ce qui revient à chaque fois, ce problème de, ils sont déjà overbookés, ils ont déjà un planning qui est totalement rempli, et ils ne peuvent pas tellement se permettre de rajouter des patients dans leur file active. Alors après, ce n'est pas le but effectivement de l'ESS, hein, c'est d'apporter une expertise à un moment donné, mais il n'empêche que pour les médecins qui sont, c'est compliqué derrière simplement de laisser les choses telles quelles. Voilà pour ce qui est en tout cas des freins principaux pour lesquels qu'on a pu rencontrer. Néanmoins, comme l'a dit Nathalie, on a réussi à réunir 10 médecins psychiatres qui sont prêts à s'engager dans cette ESS. Là où nous, on a réellement apprécié aussi ce travail-là, c'est qu'on a proposé des formations justement avec les médecins généralistes, une fois par mois, où l'idée c'était un peu de les former à la psychiatrie, aux différentes pathologies qu'on peut rencontrer en psychiatrie, et aux traitements qui sont adaptés, du coup, qui peuvent leur être administrés. L'idée, c'est du coup, vu que le médecin psychiatre n'est pas tout le temps disponible et qu'ils ne peuvent pas se permettre de les faire rentrer dans leur file active, c'est aussi qu'eux aient des premières bases, en tout cas les médecins généralistes aient des premières bases, et que quand ils voient tel traitement sur une ordonnance, ils peuvent savoir aussi à quoi ça fait référence. Donc après, il y a également la téléexpertise qu'on a mis en place, qui ne fonctionne pas tellement de notre côté, dans notre spécialité, parce que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est avant tout de l'humain, la psychiatrie, même si tous les corps de métier, la médecine reste de l'humain de manière générale, mais en tout cas en psychiatrie, il est important de voir le patient. Parce que, en tout cas personnellement, moi je pense, en tant que psychologue, je pense qu'il est important de voir le patient, parce qu'il y a plein de choses qui viennent se dire dans sa posture, dans la manière dont il se présente, dans la manière dont il parle. Finalement, je pense que vous, en tant que médecin, ça vous arrive aussi de sentir des choses lorsque le patient va moins bien, ne serait-ce que dans sa façon de parler, dans sa posture. Donc c'est une barrière qu'on a, nous, avec la téléexpertise. On a peu de demandes. Après, ça, c'est Nathalie qui était en charge de ça. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, c'est vrai que c'est pas évident, comme la dermato ou l'apno, le diagnostic ou les conseils en téléexpertise en psychiatrie. Parce qu'on n'a pas la perception du patient global. Mais je pense que ça va se développer. Parce que aussi on va être accordé au SAS et puis à SOS Psy on va être accordé. Si on continue, on va se développer vers ces premières lignes-là davantage. Il faut savoir qu'à l'hôpital Le Bois, il y a 2 psychiatres pour le service. Donc ils sont aussi complètement débordés. Mais on va pouvoir travailler plus avec eux si on répond aussi, avec l'équipe de première intention de SOS, vous savez, la branche psy du 15, si eux nous en envoient, donc des soins non programmés, mais aussi des demandes par ONUDOC, ça va se développer. Aussi, on va avoir plus l'habitude de le faire. Mais c'est vrai que ça n'a pas été très demandé. On est 3 à le faire dans le département. Et puis les soins non programmés, alors vous parliez d'un tiers que vous revoyez en consultation, il y a eu un autre chiffre de cité tout à l'heure, alors nous c'est vrai que c'est plus que ça, parce que on a un peu plus. Oui. C'était un tiers, c'était Et vous c'est un peu plus. Un peu plus, près de 50%. C'est ça, oui, nous c'est presque 80%. Mais bon, il faut qu'on apprenne aussi à faire plus court. Et la téléconsultation, non? On peut, oui, ça ne nous plaît pas plus. Mais non, c'est pas facile aussi la téléconsultation non plus.
Non, concrètement, on ne fait pas. S'il faut le faire, bon, on l'avait fait pendant le Covid, comme tout le monde, mais on ne le fait pas encore. Non, je voudrais insister, pour reprendre ce que dit Émeric, c'est le point vraiment intéressant et qu'on va continuer, enfin, je pense, même si on n'est pas agréé, c'est la formation, la réunion mensuelle avec les médecins généralistes, parce que ça, c'est passionnant. Il y a une quinzaine de personnes à chaque fois et on prend des thèmes différents, soit qui nous demandent, soit qui viennent dans la conversation. Et on fait venir aussi, maintenant, on fait venir des collègues qui sont spécialisés dans telle ou telle chose, addiction, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment une des... Alors, c'est pas possible pour vous, dans toutes les matières non plus, de former les médecins généralistes à votre spécialité. Mais nous, oui, on peut quand même leur donner pas mal de conseils, d'avis, et on va continuer ça en tout cas. Et puis bien sûr, comme on va être 10, mais sans couvrir tout à fait le département, puisqu'il y a des coins où il n'y en a pas de piquets, on va faire plus de réunions avec les 7 autres collègues et voir comment on peut améliorer encore les choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions déjà dans la salle, des interrogations sur ce qui a été dit? On a soumis tout le monde. Oui. Non. Si je peux me lancer, on avait vu que ce soit vous, docteur Gisbert, ou vous tous et toutes, vous parlez quand même de développement. Vous étiez 3, vous êtes 10, vous étiez dans le 45, maintenant vous êtes sur plusieurs départements. Qu'est-ce qui initie ces mouvements-là et comment vous motivez vos confrères, consoeurs à rejoindre un peu cette dynamique de SS? On est très peu de dermatologues, donc il y en a qui sont seuls dans leur département, enfin pas nombreux. Dans le Loir-et-Cher, effectivement, ils sont plus que 2 en libéral, 3. Il y en a une qui part à la retraite. Et puis donc Walid, qui est à la polyclinique, était vraiment seul. Et bon, c'était un ancien collègue aussi, on se connaît. Donc le fait de rejoindre le SS, il est adhérent, il ne participe pas à la télexpertise, mais on peut lui adresser des patients du Loir-et-Cher quand c'est nécessaire, parce qu'il a déjà énormément de travail et il ne voyait pas... pour lui, c'était impossible de faire de la télexpertise en plus. Il y a 2 dermatos d'Eure-et-Loire. On espère sur Bourges, qui est bientôt une dermato quand elle reviendra de congé maternité. Oui, c'est ça, le développement, c'est le collectif. Ça crée du lien et ça crée du collectif. Et le fait que ce soit structuré, que... Voilà, c'est le... Mais il faut les contacter, les collègues. Il faut leur présenter ce que c'est une ESS. Oui. Pour le SS Pneumo, je dirais que c'était en effet cette mise en lien entre confrères, notamment avec les RCP, c'était la première action de SS Pneumo. Et l'idée c'était de plus s'appeler à la va-vite pour avoir un deuxième avis sur un dossier, mais se poser avec des vrais RCP quand c'est nécessaire, avec d'autres spécialistes, etc. Au lieu de perdre du temps en amont, en appelant à droite à gauche tel et tel confrère. Après, pour mobiliser les professionnels, je pense qu'en tant que coordinatrice, on a aussi notre rôle parce qu'on peut aller à la rencontre de chacun dans les cabinets, voir un peu les besoins, les difficultés. Et après, il y a quand même cette mobilisation, en tout cas au sein de SS Pneumo, où il y a cette entraide qui se met en place. S'il y en a un qui ne veut pas faire de téléexpertise parce qu'il est déjà booké, il va agir sur une autre action parce que par contre, ça l'intéresse de former des médecins G sur l'apnée du sommeil pour que ce soit des meilleures orientations sur son cabinet. Donc voilà, chacun participe comme il peut, il faut juste trouver le levier pour les mobiliser et leur donner envie de faire partie de l'ESS. Oui, non, c'est difficile de les mobiliser, il faut quand même faut être la base, c'est ça que c'est très difficile. Dans le Loiret, ça n'a pas trop mal marché parce qu'on se connaît bien. Après, dans le 36, Batouania, il est tout seul, donc voilà. Dans le 18, c'est 1 sur 2. Dans le 28, bon, il y a une fille qui nous dit qu'elle va venir, puis que voilà, on ne veut pas la mettre dans le ESS, mais au moins qu'elle réponde des avis du 28. Mais pour l'instant, elle nous a dit oui au dernier congrès en mars, mais elle n'a pas trop de réponses actuellement. Non, la difficulté principale, c'est que les gens sont surchargés, donc ils te disent, bon, moi, je n'ai pas en plus travaillé, voilà, quoi. Hein. Après, il y a quelques soucis de facturation vis-à-vis de la Sécu, avec des problèmes de logiciels, de facturation, qui peuvent freiner aussi, hein, certains, qui n'aiment pas trop travailler gratuitement, voilà, ça peut se comprendre. Non, les freins, c'est ça. Ouais, pour le convaincre, c'est vrai que le lien, c'est pas mal. C'est vrai que, par exemple, le gars du 41, il arrive de Paris, en fait. Il a fait une 3e installation
dans le 41 parce qu'on est venu le chercher. Et il connaît personne, donc il a dit bah c'est bien parce que je vais quand même pouvoir connaître des gens, voilà. Donc ça, le lien est important, je pense quand même. Parce que bon, moi je suis installé en groupe, mais tous les gens ne sont pas installés en groupe, donc ils se travaillent tous les uns un peu à côté des autres. Et le fait de l'ESS, ça fait quand même, ouais, ça fait lien. Donc ça c'est vraiment très positif. Et puis j'ai Teresa qui m'aide beaucoup, donc ça va. Ben, je dirais oui, l'atout principal, ça a été de comprendre que il valait mieux organiser le chaos nous-mêmes, c'est-à-dire d'organiser la distribution des soins non programmés entre nous, puisqu'on se connaît tous déjà. Hein. Donc d'organiser ça, ce qui fera moins de surprises et moins de perte de temps, comme vous disiez, au téléphone à chercher quelqu'un. Donc c'est Émeric qui fera ça. Donc ça c'est vraiment, quand les collègues ont compris ça, c'était un plus. Et puis je crois qu'on a bien envie de travailler ensemble et de faire plus de choses. C'est aussi du soutien amical, c'est aussi pouvoir, comme ils bossent aussi dans les cliniques du coin, pouvoir faire des conventions et aussi adresser des gens là-bas et inversement. Enfin, c'est aussi mieux mutualiser les moyens. C'est l'apport principal. Moi j'ai une question. Du coup, c'est bon sur cette question-là, tout le monde a. Oui, sur le lien avec le premier recours, à ce jour, je ne sais pas, moi ça m'intéresse de savoir comment vous avez travaillé l'information. Déjà, il faut savoir que vous existez. Pour que, quelles difficultés vous rencontrez autour de ça, quelles actions vous menez, justement pour vous faire connaître auprès. Alors il y a déjà eu des choses, hein, là, les formations que vous faites, voilà, il y a déjà eu des éléments de réponse, mais peut-être revenir sur ce thème, le lien avec le premier recours, comment vous l'organisez, les freins que vous rencontrez, les actions que vous mettez en place. Nous, pour ce qui est d'Allopsy, du coup, au début, avec les 3 médecins, on s'était concentré sur la CPTS de Blois, donc une des CPTS de Blois, CPTS La Salamandre, qui justement, elle, organise différentes choses avec les médecins généralistes. Et donc, principalement, c'était via la CPTS qu'on avait nos premières demandes de soins non programmés, via les médecins affiliés à la CPTS, qui du coup venaient soit à nos réunions, soit entendaient parler de nous via la CPTS, et derrière nous contacter pour des demandes de soins non programmés. Là, aujourd'hui, du coup, avec le nombre qui s'est développé, on a décidé de changer un petit peu la façon de travailler. Donc, on va continuer avec les différentes CPTS. Mais en plus, on fait aussi appel au service public, notamment, du coup, avec, comme l'a dit Dr Gisbert, avec SOS Psy, et leur équipe de première intention, qui permettra, du coup, aussi un premier filtre, entre guillemets, entre les personnes nécessitant réellement le fait de voir un psychiatre ou non. Bon, nous, sur la communication, je ne sais pas si on était à 200%, on va dire. On a fait des communications aux inter-CPTS une fois. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas été dans les CPTS de l'Indre ou les CPTS de Bourges, on n'a pas fait ça. Enfin, on ne s'est pas déplacé. Si toi, vous êtes déplacé. Moi, je ne suis pas allé. Voilà. Enfin, je parle pour moi. Si, Teresa y est allée. Mais voilà, moi, je ne suis pas allé en tant que médecin, en tout cas là. Parce que Pardon ? Guillaume. Ouais, voilà, c'est Guillaume qui est allé, voilà, enfin c'est celui du coin qui est allé, voilà, avec Teresa qui représentait le SS, mais voilà, donc dans le 41, il faudra faire quelque chose, je pense, parce que là c'est nouveau, et puis Jean-Philippe ne connaît pas grand monde, donc ça permettra de le présenter. Mais c'est vrai, au niveau formation, on va faire une formation, voilà, on commence, nous on n'a qu'un an, hein, donc au début on a commencé par le soin, quoi, hein. Et voilà, donc bon, sur l'information, on a participé à ce qu'on pouvait faire, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été, voilà. Non, mais l'idée c'était aussi tout simplement de comment est-ce que vous avez la sensation d'être connu et utilisé par les. Nous, on est peut-être encore un peu sous-utilisé, je pense, parce que bon, d'abord, il y a les médecins qui ont votre portable, il y a les médecins de Gien, ils ont le cabinet, tout droit, ils ne vont pas demander un omnidoc, ça c'est sûr, mais voilà, il y en a quelques-uns quand même, mais ben, voilà, c'est. Mais bon, sinon, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas encore hyper connu, honnêtement. Attention à l'évaluation. Bien sûr.
Je pense qu'en effet, l'axe communication, il est à travailler encore dans le temps. De toute façon, ça va évoluer aussi petit à petit. Je rejoins un petit peu Allopsy et l'ESS Gastro-Entérologie. C'est vrai qu'on va vers les CPTS, les MSP, on rencontre les DAC, on rencontre les établissements aussi hospitaliers. Et voilà, on part un petit peu du dispositif et ce qui est possible de faire ensemble. Parfois, sur le coup, il n'y a pas forcément d'idées pertinentes et puis c'est plus tard que ça fait un peu mouche. Et après, pour le premier recours, vraiment, les formations... En effet, avec CPTS et MSP aussi, c'est un levier pour diffuser ce que propose l'ESS aux médecins généralistes et aux paramédicaux. Voilà, il y a encore du boulot. Alors nous, c'est certainement un peu plus facile parce qu'on avait déjà tous nos correspondants. Donc on les a tous agrégés à Omnidoc. L'information, on en faisait tous, chacun un peu de notre côté, soit dans des groupes de pairs, soit par le biais de DPC. On était contactés par les agences de DPC. Mais Éléonore présente, notre coordinatrice, a fait un énorme boulot aussi de représentation auprès des MSP, des CPTS. Et nous, on fait à peu près 2 à 3 formations par an avec nos correspondants. Donc là, il va y en avoir une sur Bourges, sur Chartres, sur Orléans, donc axée surtout sur l'oncodermatologie, donc avec la dermatoscopie, pour d'abord motiver les généralistes à s'équiper de dermatoscopes, pour avoir vraiment de la photo clinique et la photo dermatoscopie pour que nos réponses soient le plus précises possible. Et ça a beaucoup de succès. On a beaucoup à chaque formation, on a au moins une trentaine de participants. C'est sous la forme de DPC, donc ça veut dire que les généralistes sont indemnisés. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le DPC se termine en fin d'année. Et on va avoir maintenant des certifications périodiques. Je ne sais pas du tout comment ça va se faire. Mais il n'y aura plus de financement pour le DPC. Mais nous, c'est pas un souci. C'est peut-être compliqué que ça. Je vais un peu vite. Bon, c'est ce qu'on nous dit, les mails qu'on Non, reçoit là du s'appellera plus syndicat. DPC, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de financement. Ah ouais, d'accord. Mais bon, même si ça se fait pas sous cette forme-là, on trouvera toujours moyen de regrouper nos correspondants, et soit au sein des MSP, des CPTS, pour la formation. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est axé sur l'onco. Ouais. Après, il y a l'outil Omnidoc qui fait une partie du boulot, c'est-à-dire que quand on sollicite une téléexpertise, parce que tu disais tout à l'heure qu'au début vous faisiez de la téléexpertise individuellement, et maintenant ça passe par l'ESS, si on essaye de vous solliciter, j'ai regardé hier, individuellement, ça bascule, Omnidoc bascule obligatoirement sur l'ESS. Donc c'est des paramétrages aussi. Je pense que la CPAM et l'URPS nous ont aidés aussi à informer. Et l'ARS aussi, avec Réseau Pro, enfin, on a eu cette aide-là aussi pour diffuser l'information. Il y a une question. Au-delà de communiquer pour se faire connaître, est-ce que l'idée des formations, ça permet aussi, quand vous formez des médecins généralistes, de dire, là, sur telle thématique, on s'aperçoit que des fois on est sollicité et puis ils auraient pu gérer seuls. Est-ce que là, l'objectif de ces formations, c'est de se dire, bah là, tu me solliciteras peut-être moins parce que je vais te donner les billes pour pouvoir agir en cabinet? Tout à fait. Pas pour nous, oui, tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Hein. Quand tu fais un thème d'une première formation, normalement après, la vie doit être encore plus motivée. Mais je pense qu'il prescrira des examens que toi tu as pu à prescrire, où tu verras à la fin, une fois que le bilan est fait, le patient. Donc les CPTS peuvent vous demander d'intervenir pour nos médecins généralistes. Ils l'ont déjà fait. Ça fait partie. Je pensais pour la psychiatrie. Oui, mais on fait. On va vous appeler. Mais 41, Attention. Oui, En psychiatrie, ça peut être régional, formation ou pas? attention. Ah, Pas les vous épuiser. sortez pas. Attention à pas les ça peut épuiser être en tout de vision, suite. par exemple, et destiné Sauf que à votre territoire, il est départemental, Oui. là, pour l'instant. Ah oui. 41. 41. Voilà, donc ça c'est peut-être une précision, comme on n'a pas voulu faire des présentations exhaustives, mais certaines ESS ont des territoires ici qui sont régionaux, d'autres territoires départementaux, et d'autres unis, un seul département. Voilà, donc voilà. Le minimum conventionnel, c'est le département. Et le maximum, c'est la région pour l'instant. On verra sur les interrégions, mais à 50 000 balles le truc, c'est pas gagné. On se mettra plusieurs, mais je crois qu'il y a
vous me dites, mais il y a 3 ou il y a 4 ESS psy en France. Hein. Mais je me demande si c'était pas la première. Là. Non, il y en a une en En Bretagne. Bretagne, on avait... Ah oui, en Bretagne. Mais pas loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question pour l'ESS Pneumo. Comment vous avez réussi à emmener les collègues hospitaliers dans l'ESS? Parce que... Au démarrage, les libéraux étaient déjà en lien avec des hospitaliers, donc pour les RCP, ça s'est fait assez facilement. Et après, c'est vrai que moi, petit à petit, j'ai été voir chaque établissement pour rentrer en lien avec les services de pneumo. Et les mettre un peu plus en lien avec la ville, leur montrer ce qu'ils faisaient aussi en ville. Et l'inverse aussi, savoir ce que proposait un hospitalier. Parce que comme ils ne sont pas libéraux, du coup, statutairement, ils sont employés par l'hôpital, du coup, c'est après, il y a un... Alors, ils sont adhérents, mais ça pose pas de soucis. ça apporte pas grand-chose, entre guillemets, dans le SS sur le papier, dans le sens où il n'y a pas de majoration de la subvention en fonction du nombre d'hospitaliers qui rentrent. C'est juste parce qu'ils veulent s'impliquer, être au courant quand on fait des communications, des formations. Ils peuvent prendre part aussi, du coup, à la téléexpertise et compagnie, c'est ça? Alors, non. Et ils ne sont pas décisionnaires. Voilà, ils ne sont pas décisionnaires dans le SS. Et ils ne sont pas rémunérés. Oui. D'accord. Attention. Il n'y a rien qui dit qu'ils ne peuvent pas faire de téléexpertise dans le cadre de l'ESS. Ils ne sont pas rémunérés. Si l'hôpital est rémunéré. C'est l'hôpital. Mais Ils ont des il y a des services hospitaliers qui utilisent Omnidoc, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et il n'y a pas de raison. Ils peuvent être inclus dans le... La gouvernance, elle doit rester libérale, mais après, la participation, je ne vois pas qu'il y ait écrit où que ce soit que des médecins salariés, que ce soit d'un établissement ou d'un centre de santé ou quoi que ce soit, ne puissent pas contribuer à la téléexpertise, hein, et même au-delà. Hein. C'est écrit nulle part, ça. C'est même pas souhaité. Non, au contraire. Souvent, ils ont leur propre ligne de téléexpertise en intra-hospitalier aussi. Oui, mais bon... Mais on ne rattache pas, c'est vrai, les deux... Oui, mais vous pouvez très bien imaginer qu'il y ait une orientation... Après, quand c'est juste une articulation d'outils, c'est pas forcément plus compliqué, mais en tout cas, conventionnellement, il n'y a pas la notion qu'il y ait de limite de cet ordre-là. Hein. Mais ça veut dire que l'hôpital doit avoir déjà créé le réseau Omnidoc au sein de l'hôpital. De toute façon, là, la plupart des hôpitaux, ils utilisent déjà Omnidoc. Hein. Faut aller voir sur Omnidoc. Enfin, tout à l'heure, il va y avoir une intervention du grade. Voilà. Oui. Et je ne devrais pas dévoyer les chiffres qui vont être annoncés, mais les demandes de téléexpertise, que ce soit sur des spécialistes libéraux ou hospitaliers, ça augmente partout. Donc après, si c'est juste une question d'articulation en fonction du médecin expert, ça c'est des choses qui se gèrent. Je vois pas pourquoi ça ne peut pas se gérer. Nous, en fait, dans le Loiret, on n'avait pas ni l'hôpital parce que de toute manière, ils avaient un nombre d'endoscopies en attente qui était énorme. Donc, en fait, le chef de service m'a dit, de toute manière, on fera beaucoup moins vite que vous, donc on ne peut pas rentrer dedans. Par contre, on avait contacté, puisqu'on n'avait personne dans le 28 à Chartres, des hospitaliers qui nous ont dit oui, mais après, quand ils ont compris qu'ils n'étaient pas rémunérés, ils nous ont dit non. Ils ne sont pas rémunérés. Si c'est sur leur temps de travail, ils sont rémunérés. Hein. Oui. Ça leur suffisait pas. Soit tu as un salaire, soit tu es à l'acte. Hein, mais tu ne peux pas bouffer à tous les râteliers. Hein. Je suis d'accord. Et du coup, on n'a personne. Et est-ce que vous êtes réunis par une convention? Est-ce que vous aviez convention avec les gens de l'hôpital? Avec les CH aujourd'hui, non. Non. C'est vraiment une collaboration entre tous. Mais ça va venir sur des projets. Et je sais qu'il y en a qui ont de la route derrière. Est-ce que Océane, tu aurais quand même quelques éléments de réponse à apporter? Oui, alors justement sur cette articulation entre la ville et l'hôpital, il me semble que c'est la gastro, vous avez justement renvoyé depuis votre réseau Omnidoc, renvoyé vers des experts qui étaient déjà existants, sur le chute tour par exemple. Et donc c'est là où finalement les praticiens hospitaliers jouent leur rôle et c'est l'hôpital qui est rémunéré des téléexpertises réalisées par les praticiens hospitaliers. Donc c'est finalement dans ce domaine-là, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite du moment que la ligne elle est créée sur l'hôpital en question. Donc il faut que le service
soit OK pour déployer une ligne, donc il faut qu'en fait ce soit l'établissement qui dise bon, voilà, nous on est OK pour que la téléexpertise rentre en compte dans ce cadre-là. Je tiens quand même à préciser que quasiment tous les avis qui étaient envoyés vers ce CHU en fait n'étaient pas. Exprimez-vous clairement. En fait, les avis arrivaient là-bas, mais en fait, ils n'étaient pas pris par les professionnels qui finalement. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et donc, Oui, du mais là, coup, ça, c'était 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Alors que finalement, avec nos collègues du Vinci, et enfin 2 cliniques de Tours, Nord et Sud, y a des réponses à 100%. Oui, mais ça veut dire c'est pas pour ça que c'est pas possible. Non, après, bien c'est une sûr. question Oui. d'organisation, de définir qui fait quoi et comment. Mais par contre, sur une ligne Omnidoc, tu confirmes qu'on ne peut pas faire travailler sur une Omnidoc des libéraux et des hospitaliers sur la même ligne. Parce que le circuit de facturation est double. On est sur d'un côté un code finesse pour l'établissement, de l'autre côté un code AMADI qui est celui du praticien libéral. Et donc on ne peut pas avoir double circuit. Donc on est obligé de faire soit 2 lignes, donc un réseau, on peut dire ESS, et donc on aurait 2 lignes, une ligne sur laquelle il y aurait l'hôpital, et donc le service hospitalier, admettons la gastro-entérologie. Et puis une deuxième ligne, finalement, on aurait les praticiens libéraux de toutes les autres optiques. Donc ça pourrait être imaginé de cette manière. Bon là, étant donné que l'existant, la base est déjà là, je prends par exemple le Chuteau, le Chute d'Orléans, ont déjà déployé leur réseau, ont déjà leur organisation. Finalement, le plus cohérent, c'est que les ESS qui, elles, sont en train de se déployer sur Omnidoc, viennent intégrer que dans la description, si vous voulez adresser au 3e recours, ou que nous, en fait, on fasse l'aiguillage vers le 3e recours, il y ait en descriptif, voilà, vous pouvez adresser à cette ligne, vous faites le rappel sur la ligne. Au-delà de ça, c'est pas forcément une articulation 2e, 3e recours. Ça peut être tel jour, c'est la ligne de l'hôpital, tel jour, c'est la ligne. C'est ça, ça dépend de l'organisation. Et vous ne cessez de mentionner vos coordinatrices, coordinateurs. Quelle est la plus-value qu'est-ce qui a motivé le recrutement d'un ou d'une coordinateur, coordinatrice, et qu'est-ce que ça apporte en fait au projet aujourd'hui dans son déploiement et dans sa dynamique territoriale? Après, je vais répondre rapidement. L'administratif n'est pas du tout ma tasse de thé. Sans coordinateur, je ne pourrais rien faire. Ni pondre le moindre rapport. C'est ça qui peut faire peur, hein. C'est ce côté administratif, c'est ce qui fait peur à plein de collègues pour intégrer l'ESS, c'est ce qui fait peur à tous nos collègues de Tours, hein, dermatologues, parce qu'ils se sentent point liés avec l'administration, etc. Et sans coordinatrice, nous, on n'aurait jamais avancé, hein. Rien que la rédaction du projet de santé, la lettre d'intention, le projet de santé à présenter, les statistiques à faire, tout le côté communication, le site internet qu'elles ont mis en place tous les 3, enfin c'est quelque chose que nous, en tant que libéral, on ne peut pas du tout faire. Hein. On peut pas, avec notre pratique de tous les jours, 100 téléexpertises par semaine, non, c'est pas chacun dans son rôle. Alors, il y a des ESS qui n'ont pas de coordinateur, hein, ça, en tout cas en dermatologie, notamment en Corse, etc. Mais nous, c'est indispensable. Ouais. Donc, Éléonore et Teresa sont employées en auto-entrepreneur. Donc, en fait, elles calculent leur nombre d'heures qu'elles font par mois et on fait des virements tous les mois. On a au sein de notre bureau une trésorière qui s'en occupe. Donc, on n'a pas de fiche de paye à faire et de gestion d'URSSAF, etc. Ça aussi, c'est un point très important. Bon, nous, on a choisi ça, mais on peut faire d'autres CES, font appel au GESA, au groupement d'employeurs. Il y a d'autres moyens de recruter une coordinatrice. Sans forcément devenir soi-même employeur. Voilà, c'est ça. C'est possible, mais effectivement, groupement d'employeurs ou cette solution-là, parce que c'est vrai que devenir employeur, c'est... Voilà. Ça, c'était un non rédhibitoire de tout le monde. Hein. On a déjà nos secrétaires médicales gérés. Oui, c'est la même chose. Je vous rejoins tout à fait, c'est la même chose pour nous. Avec en plus la charge propre au coordinateur qui va être de gérer les soins non programmés, les rendez-vous, les demandes des collègues. Donc, alors nous, le salaire de Émeric est pris sur la subvention. C'est vrai. Nous aussi. Nous aussi. Ça représente les 2 tiers.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais peut-être juste une question par curiosité par rapport à la communication autour de l'existence des ESS. Que pensez-vous d'informer le patient? Parce qu'à ce jour, je pense que si on parle ESS à la population, personne ne connaît ce terme-là. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour eux de savoir ce que c'est, pour que s'ils se rendent chez leur médecin généraliste en disant il faudrait que je voie un spécialiste, je suis inquiet sur ceci, cela, enfin, pour aussi informer le médecin généraliste par ce biais-là. Je sais pas, est-ce que c'est judicieux ou pas, en fait? Enfin, les patients connaissent très bien la télé-expertise. Ils connaissent très bien la télé-expertise. Ils viennent me voir, oui, mon médecin vous a envoyé une photo, parce que pour répondre en principe, prendre une photo en dermatologie, il faudrait avoir l'accord du patient. Donc le médecin généraliste dit je vais faire une télé-expertise. Et il y a de plus en plus un dévoiement de la télé-expertise, parce que ça devient maintenant une plateforme de rendez-vous en fait. Donc il y a certains services hospitaliers ou certains dermatologues qui veulent une télé-expertise avant de donner un rendez-vous. Donc ça, c'est pas fait pour ça, l'ESS. Bon, moi, pour l'information des patients, ce serait pas bête, en fait, parce que nous, par exemple, en gastro, en tout cas, ils sont étonnés d'avoir un rendez-vous si rapide. Donc, en fait, on dit, bon, ben voilà, ça s'est passé par ce créneau-là, et là, ils l'apprennent. Alors, est-ce que ça serait intéressant d'informer la population qu'il existe un service de consultation rapide grâce à ce moyen-là? Moi, je ne serais pas contre. Moi, je trouve que c'est pas... Et même en poussant un petit peu plus la réflexion, est-ce que on fait monter en compétence les médecins généralistes ou les paramédicaux, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire monter en compétence la population, puisqu'à ce jour, on a de moins en moins de médecins généralistes et... Ouais, enfin, la population ne va pas saisir la télé-expertise, parce non, que là, sinon... Non, mais par rapport au dépistage, par exemple, voilà, ça éviterait peut-être des consultations, je pense en dermato, surtout le nombre de patients. L'éducation des patients, c'est fondamental. Mais est-ce que c'est le rôle de l'ESS aussi de promouvoir l'éducation des patients? Il y a déjà les sociétés savantes, la Société française de dermatologie fait un énorme travail sur l'éducation des patients, des flyers, des podcasts et tout. Mais oui, au sein des ESS, pourquoi pas. Parce que ça peut pas être un mode de communication avec les CPTS, par exemple. Servir de elle pourrait servir de relais pour faire connaître ces termes. Moi, je serais pour l'éducation du patient. Si c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes de gens qui n'en ont pas besoin, et les gens qui en ont besoin ne demandent pas. Mais non, je serais pas pour. Enfin, nous, on se tient farouchement à la demande par le médecin généraliste. Ah oui, nous aussi. Quand on demande aux médecins psychiatres, ça c'est une discussion qu'on a eue aussi, chaque jour ils ont au moins 5 demandes de nouveaux patients. Chaque jour ils ont des appels déjà chacun. Mais est-ce que les patients savent à quel moment, en fait, quel est le critère pour accéder au spécialiste? Est-ce que il ne serait pas intéressant que le patient sache si c'est nécessaire d'aller voir le spécialiste, si passer par un paramède ou un médecin généraliste serait suffisant dans son cadre à lui par rapport à ce qu'il exprime en fait de ses difficultés? Souvent ce qui revient c'est le fait que le médecin soit remboursé. Donc le paramédical, non. Il y a un dévoiement aussi de la demande par Omnidoc. Les demandes commencent à être des demandes de rendez-vous masqués. Oui, alors moi j'ai une question pour l'ESS Gastro. Vous avez parlé que vous aviez des créneaux dédiés pour du coup certains critères d'alerte, donc par exemple les chiffres positifs ou ces choses comme ça. Vous avez, enfin, entre médecins, du coup vous êtes mis d'accord comme quoi vous allez chacun ouvrir X créneaux par exemple sur une semaine dédiée ESS et derrière c'est qui est-ce qui gère du coup c'est un planning qui est quelque part un peu ouvert, c'est une fois que la télé-expertise est faite, c'est la coordinatrice ou le coordinateur qui va ensuite balancer au premier rendez-vous disponible. Comment ça se passe? C'est pour vous, hein? Pour moi, le planning, c'est simple, c'est moi qui le fais. Ok, d'accord. Non, mais je connais à peu près tout le monde, je leur demande leur date de vacances, ils prennent une semaine d'astreinte. Non, quand tu as un patient à prendre, comment tu fais? Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, l'ESS est sollicité pour par exemple, il faut faire une coloscopie rapidement.
Est-ce que, si j'ai compris qu'il y a des créneaux qui étaient dédiés, est-ce que du coup, on prend le premier qui est disponible, qui a sa gastro, par exemple avec En fait, nous, on a la demande arrive, donc le médecin est d'astreinte une semaine. Soit il est dans le bon département, parce que moi, si c'est une demande du 45 et le gars il est à Châteauroux, je ne vais pas lui faire une coloscopie. Hein. Donc dans ce cas-là, on utilise un outil qu'on appelle Globule, qui est une messagerie interne, sécurisée, et on envoie, j'ai un malade là, est-ce que tu peux le prendre? On envoie ça à chaque département. Et donc le gars dit, bon en général, il a dit oui je prends, enfin s'il est tout seul dans le 18, il dit je prends, s'il est tout seul dans le 36, il dit je le prends, et puis après nous, c'est celui qui répond en premier qui prend le patient, voilà. Et après, c'est vrai que dans votre organisation quand même, quand vous êtes d'astreinte, je sais qu'il y en a plusieurs qui se laissent des créneaux pour prendre dans la semaine les patients de téléexpertise. C'est quand même l'idée des créneaux dédiés. Moi je rajoute, mais disons qu'il y en a qui mettent des créneaux dédiés. Alors nous, en dermatologie, c'est pareil, c'est une semaine d'astreinte. Donc pour répondre soit au réseau, soit en oncodermatologie. Donc c'est Léonore qui fait le planning pour le SS. Moi, je fais le planning pour le réseau, mais maintenant que le réseau va être intégré au sein de l'ESS, ça va peut-être Éléonore qui va faire le planning pour les deux. Donc le dermatologue qui est d'astreinte la semaine se charge de voir les patients sur lesquels il répond pour une téléexpertise. Donc soit c'est urgent, on le voit dans la semaine, soit c'est pas urgent, moi je demande au patient de rappeler le secrétariat pour fixer un rendez-vous dans les 3 semaines à 2 mois, soit c'est pas du tout nécessaire, donc il n'y a pas de rendez-vous donné. Mais c'est vrai que pour écluser un tiers des rendez-vous sur une semaine d'astreinte, moi ça me demande 3 semaines à 3 mois, hein, ça dépend. Et je rajoute même une demi-journée, où je me réserve une demi-journée sur le mois pour les téléexpertises. Et chacun s'organise comme il veut. Le dermato d'astreinte, il y en a qui rajoutent, comme Olivier, il y en a qui réservent des créneaux d'urgence, chacun s'organise comme il veut. Tu as réussi à piquer les deux... Non, mais celui-là, il n'y a plus de batterie. On l'a usé. Moi, j'avais une question pour les téléexpertises, justement, si vous en faites beaucoup. Il y a quand même normalement une limite de, je sais plus, c'est 20%, je crois, de la... ça, vous ne l'avez jamais dépassé. Comment ça se passe Parce que c'est... Je n'ai jamais fait attention. Pas plus de 20% de la l'activité, mais ouais, non. Non, c'est 20% de l'activité. Patients, téléexpertise. Ça, c'est sûr. Surtout qu'il y a un roulement, hein, puisque c'est une semaine sur X. Oui, mais oui, voilà, c'est que vous êtes nombreux, mais imaginons que vous seriez moins nombreux et que vous en faites 100 par semaine, comme vous dites. Je pense qu'on peut vite oui, dépasser. ça, je sais, Ça vaut pour la téléconsultation. Oui, ça vaut pour les deux. Mais pour téléexpertise aussi. Oui, c'est un ensemble. Ah ouais. Non, la téléexpertise, c'est pas... Ça, je sais pas, il faut demander à la sécurité. Téléconsultation, oui, mais pas téléexpertise. Pour moi, c'est téléconsultation uniquement. Ouais, c'est téléconsultation, il y a une limite de 20%, mais en téléexpertise, je crois pas que ça se fait. On peut difficilement arriver quand même. C'est pas comptabilisé en tout cas. 20% de ton activité, c'est pas payé hyper cher la téléexpertise. Alors après, il y a des médecins retraités qui font que ça. Des dermatologues retraités qui font que de la téléexpertise chez eux. Le problème, c'est le suivi. C'est quand il y a besoin d'une consultation présentielle derrière. Tu as tout compris, voilà. C'est le problème de la territorialisation de la réponse. Voilà, c'est qu'ils ont des téléexpertises qui viennent de Pétaouchnok, qui sont à Paris, ils répondent, mais après, quid du parcours de soins. On a un énorme souci avec ça. Il y a beaucoup de psychiatres parisiens, PACA et tout ça qui font de la téléconsultation. Ah, de la téléconsultation. Ah oui. Ouais. Là, ils continuent en téléconsultation. C'est pas des retraités alors? Je sais pas, mais après, il est de chez nous. Je suis médecin généraliste, je précise. Le problème des cabines de dermato dans les pharmacies, entre autres.
La décision pour la téléexpertise, c'est en fait qu'il n'y a pas de quota, mais c'est maximum 4 par an pour un patient. Oui, c'est pour ça. un médecin. C'est la seule limite. c'est seulement l'échange. Et après, en fait, dès qu'on dépasse ce seuil, on n'a plus de rémunération. C'est pas, on peut en fait le dépasser, juste on n'a plus la cotation attribuée. Enfin, en général, des patients qu'on a besoin de voir Bon, voilà. 4 fois, c'est qu'il faut le voir. C'est qu'il faut le voir. C'est pour une même spécialité. C'est qu'à un moment donné, il faut décider. Par médecin, en fait. Par médecin. Par médecin. Par médecin. Aussi. Oui. Ça revient au même. Peut-être juste ajouter un petit quelque chose concernant la communication et puis le lien entre professionnels. Il y a aussi la possibilité de créer des événements au niveau de l'ESS Pneumo. Il y a une réunion, une rencontre régionale une fois par an qui met en lien les pneumologues, mais aussi les personnes impliquées dans les parcours de soins de l'ESS. Donc on invite les kinés, c'est aussi l'occasion de faire du lien avec les médecins généralistes, etc. Donc pour ceux qui veulent créer une ESS, c'est aussi un élément un peu fort d'avoir une journée dédiée de la spécialité sur la région. Voilà. Et si je peux rebondir là-dessus, et je vous prends un peu de cours les médecins spé qui êtes dans la salle, est-ce que vous seriez OK peut-être juste de dire, il y a des projets qui sont plus aboutis que d'autres, qu'est-ce qui vous a motivé aussi dans cette démarche-là? Et s'il n'y a pas de projet, juste qu'est-ce qui vous a motivé à vous déplacer cet après-midi? Sans contrainte. Vous ne attendiez pas. Interro surprise. C'est celui qui marche? Non, C'est celui qui marche pas. Ouais, c'est bon. Non, nous, ce qui nous a motivés, entre guillemets, c'était lors d'un audit de notre pôle secrétariat. On a entendu parler, c'était en 2022-2023, des ESS, donc avant que ça rentre dans le champ conventionnel. Et c'est à ce moment-là qu'on a tenté de monter déjà le projet. Nous, l'objectif, c'était surtout de formaliser en fait, des parcours déjà assez existants. Alors, on vit à Tours, donc on n'est pas en déficit de médecins comme probablement le reste de la région. Donc on a un tissu déjà bien fourni et c'était surtout ça l'ESS, le projet de l'ESS à la base, et puis après développer, après on peut tout imaginer en cancérologie, activité physique adaptée, imaginer des parcours, je sais pas, d'obésité, des prises en charge d'obésité chez les patients sous hormonothérapie, enfin voilà, on peut faire plein de choses, donc c'est une porte ouverte aussi sur l'extérieur. Je sais pas. Paul, toi, tu as un projet? Oui, c'est un peu plus naissant. On est aussi en colloque du coup sur Bourges et Châteauroux. Et alors nous, c'est l'étape d'avant. C'est juste organiser le chaos. Déjà. Et puis ensuite, après, puis faire en sorte que justement des parcours qui n'existent pas se formalisent. Voilà. Moi, donc, je suis psychiatre à Orléans, et pas sans savoir que c'est une merde. Et donc, en fait, c'est en rencontrant Éléonore Spener à la MSP que j'ai découvert qu'il existait les ESS. Et en fait, moi, je me demandais si c'était possible d'essayer de coordonner un petit peu les psychiatres d'Orléans, parce que je donne des avis sur Midoc, mais pour l'instant, je suis un peu toute seule. Et puis, en fait, je me demandais s'il y avait des possibilités de faire quelque chose sous forme peut-être d'avis avec des psychologues avant peut-être d'avoir des avis avec des psychiatres. Mais apparemment, ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc voilà, c'était pour ça que je Marie, est-ce qu'on peut parler juste un petit peu de ton rôle? C'est assez particulier quand même votre travail. Et peut-être que ça peut intéresser Alors, on sait les psychologues ne peuvent pas adhérer. Le ESS ne peut pas être adhérent, donc ça ne peut pas monter les chiffres, ça ne peut pas rentrer dans le domaine conventionnel, effectivement. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement qu'ils fassent partie des partenaires. Moi, j'ai des médecins psychiatres qui m'a demandé, par exemple, de faire le listing des psychologues qui pourraient contacter en cas de justement nécessité. Et si la personne n'a pas besoin aussi de suivi psychiatrique, voilà, vers qui il pourrait réorienter finalement ce patient. Après, nous, la différence, c'est que du coup, on sollicite l'hôpital maintenant, c'est comme ça qu'on va passer, via le dispositif SOS Psy, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et eux, ils ont justement, dans ce dispositif, une première rencontre avec le patient qui demande qui les appelle finalement,
Là, il y a un psychologue et une infirmière ou un infirmier qui le reçoit. Donc il y a déjà effectivement cette première évaluation de notre côté. On avait pensé, nous, au début, effectivement, si moi je pouvais peut-être le recevoir en amont et être un psychologue, mais en fait, il y a beaucoup de choses à gérer aussi en plus, il y a l'administratif, effectivement. Et puis, finalement, c'est pas ce qui est convenu non plus au niveau de... Et puis ton rôle d'accueil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est le seul endroit où il y a des psychiatres à Bois, donc quand même le fait que tu sois psycho pour accueillir les gens qui viennent au halo ou qui viennent demander un rendez-vous, c'est important. Non, on a besoin d'un réseau de psychologues qu'on connaît, même s'ils n'ont pas le droit d'être adhérents, pour justement départager. Malheureusement, on n'a plus trop le temps de faire des thérapies, hein, donc on est d'accord. Donc il faut qu'on départage les gens qu'on peut adresser à nos collègues psychologues tout en restant joignables, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément besoin d'un suivi psychiatrique, qui veut dire maintenant avec médicaments quasiment, hein, pour leur adresser. Et puis nous, garder les gens plus psychotiques ou qui ont plus besoin de médicaments ou bipolaires. Enfin, bon, c'est vrai que ça limite beaucoup la profession de psychiatre. Hein, mais... Après, là où moi j'interviens, c'est quand j'ai le médecin généraliste au téléphone qui m'explique un petit peu le topo, etc. Et en fonction de l'urgence, soit effectivement je trouve un créneau dans les 72 heures, soit je réoriente directement vers les urgences parce que c'est pas non plus adapté pour recevoir des situations critiques. Après, je ne sais pas si ça a répondu à vos questions. Si, ça répond à ma question. Parce que, moi, pour l'instant, en fait, sur Mido, je suis toute seule. J'essaye de contacter un peu mes collègues psychiatres pour essayer de voir un peu comment gérer les choses. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. Parce que là, quand j'ai contacté mes collègues, les réponses que j'ai eues, c'est est-ce que ça libérerait des créneaux de consultation? Non. Ça va être plutôt le problème inverse. Mais ce travail-là de recevoir une ou deux personnes en supplément par semaine, de toute façon, on le faisait déjà. Tous, on le faisait déjà, puisqu'on a combien de coups de fil de collègues qui nous demandent de voir quelqu'un. On le faisait déjà. Là, ça va être juste un petit peu plus organisé. Hein, on va donner nos créneaux à la personne qui fait... Là, ce sera Henrik qui fera le tableau, mais ce sera un peu plus organisé que de répondre... On recevait déjà, enfin, je ne sais pas vous, mais on recevait au moins ces deux-là en plus par semaine, parce qu'on nous supplie, parce que... Bon, donc, je pense que moi, j'étais un petit peu longue à comprendre cet intérêt-là de l'ESS, hein, d'organiser le chaos, comme je disais, mais d'organiser justement la réponse à la demande de soins urgents, et qui ne soit pas, évidemment, si c'est trop lourd, enfin, sinon il y a l'hôpital, mais c'est quand même un plus pour tous les praticiens. Avant, tu le faisais par mail, tu avais un message sur ton portable, voilà. Maintenant, c'est plus par Omnidoc. Ça permet de répartir aussi les choses, c'est pas si mal. Moi, de toute façon, je réponds effectivement à Omnidoc et qui se transforme de plus en plus en demande de rendez-vous et auquel je ne peux pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on est dans une spécialité qui demande aussi de connaître vers qui on adresse le patient. Donc moi, ce que je compte faire, c'est effectivement faire ce listing des psychologues, en tout cas, qui souhaitent être partenaires, et faire une réunion où on se rencontre tous, finalement. Okay. Merci beaucoup. Juste pour finir dans le tour de table surprise, est-ce que Dr Laurent vous voulez dire quelque chose Mais le surveille. Oui, donc nous, le projet... Ouais. Le projet s'est fait surtout pour en effet structurer les demandes parce qu'on est peu nombreux et on a de plus en plus de demandes aussi. Et l'idée c'était justement de ne pas forcément avoir des patients qui pouvaient être pris en charge par le premier recours. Et donc c'est pour ça que la téléexpertise va beaucoup nous aider sur ça. Et l'autre projet c'est les RCP aussi pour pouvoir justement avoir accès au troisième recours aussi plus facilement parce que l'hôpital globalement est aussi surchargé de travail et voit aussi des choses que nous on pourrait voir finalement avant de nécessiter une prise en charge à l'hôpital. Voilà, ça c'est les deux grands axes du projet de l'ESS d'Allergo. Et les deux autres axes, ça va être justement la formation des médecins généralistes
Et ensuite, éventuellement, mettre en place un site internet, mais ça, ce sera vraiment pour après. Il y a juste Docteur Anguelin aussi, si vous souhaitez dire un mot. Ok. Et le si elle a ajouté. T'as coupé, Je vais faire un peu l'avocat du diable, c'est que quand on se retrouve à 3 ou 4 dans un département, c'est toujours compliqué. La question que je voulais poser, c'est comment vous êtes arrivé à motiver les autres. Moi, j'ai bien essayé, mais c'est très compliqué. Alors qu'ils font déjà le travail. Hein. C'est vrai que les gens rajoutent toujours des personnes dans la journée. Et là, il semblerait qu'il faut rajouter quelque chose au rajout. Quoi. Et c'est ça qui pose un peu problème. Organiser les rajouts. Ouais, donc, non, mais moi je suis bien conscient que c'est le problème d'organisation, mais c'est pas vécu comme ça par la majorité de nos confrères, qui voient ça comme un rajout au rajout, quoi. Et donc il y a un gros travail pour essayer de leur faire comprendre que ça peut finalement être un bien à terme, mais c'est compliqué. À terme ou assez rapidement, en fait? La motivation personnelle en gastro, c'était vraiment les retards diagnostiques qu'on a eu qui étaient choquants. Ça a choqué les collègues. On a une image tumorale que le malade, il a mis le médecin traitant, il n'a pas son carnet d'adresse, il a dit allez voir un gastro, et qui met 3 mois et demi pour voir un gastro. Voilà, les oncologues voient qu'en 3 mois et demi, il peut se passer 2-3 choses, et donc c'est un peu compliqué d'accepter ça. Donc c'est ça qui a motivé la création de... Tout à fait. Moi, j'ai vécu ça au sein de la régulation du SAS. Et c'est la grande misère. Ça, j'ai découvert ça longtemps au cabinet. Là, maintenant, je fais des vacations de régulation SAS. Et très concrètement, comment ça s'organise? On peut vous envoyer directement. Vous êtes, parce que j'ai pas vu ça avec Claire-Émilie jusqu'à présent. Si tu es médecin et que tu es au SAS, je fais maintenant des vacations de régulation. Mais il faut que tu t'inscrives sur Omnidoc. Par Omnidoc, d'accord. Et tu fais ESS Orléans, on va s'appeler maintenant Dermato au centre Val-de-Loire. Et tu demandes un avis, on accepte tous les médecins. Ah oui, ça pose pas de problème. Mais Claire-Émilie c'est passe par Omnidoc. Elle est informée. Mais c'est pour ça que je suis venu ce soir. Mais ça passe par Omnidoc, alors peut-être qu'il faut que tu crées ta ligne. Voilà, les gens créent leur ligne ou que en dermato, le DAC crée une ligne. Oui, c'est ça. Ah oui, mais alors moi je suis uniquement... Vous êtes d'astreinte ou vous êtes à la régulation uniquement? À la régulation du SAMU. Alors c'est plutôt les médecins d'astreinte à ce jour qui vont faire la demande. Et pas les effecteurs. Oui, mais les effecteurs que vous êtes, on peut vous avoir éventuellement. Moi j'ai eu le cas, aussi bien en psy qu'en gastro. Dernière fois, je me souviens, elle saignait, la patiente, une ligature externe. C'était une demande, son gastro ne pouvait pas la revoir avant un mois. Elle était... Ouais, mais enfin, si ça saigne, c'est... Oui. Non, mais... Et voilà les gens qui saignent, mais bon, voilà, c'est pas un des critères, mais bon, parce que rectoralie, sinon t'en as tout le temps. Mais non, mais normalement, il suffit d'avoir une ligne Omnidoc, hein, et... Non, mais oui, mais ah oui, en tant que régulateur, si tu veux. Ah oui, en régulation, ouais, c'est les effecteurs. Parce que je ne peux pas voir le médecin traitant, il ne peut pas voir son médecin traitant. Tu ne peux pas envoyer une photo. J'ai pas envie de l'envoyer aux urgences où c'est déjà saturé au tableau, donc c'est pas... Mais vous avez des médecins qui sont d'astreinte à ce moment-là. De quoi? Vous renvoyez en général vers les médecins qui sont sur le... Oui, mais quand à 16h, 16h30, j'arrive pour une régulation, parfois on me dit il n'y a plus d'endroit où... C'est pas évident. C'est compliqué. Après, la vie Omnidoc, il n'est pas traité dans la minute non plus des fois, donc c'est un risque qu'il y ait un délai d'urgence. Il reste Medipôle, il reste... Oui, mais il arrive aussi à 18h que Medipôle ne prenne plus. Il reste SOS. La même chose, non, mais tous ces circuits, je les connais. Mais... De toute façon, aucun dispositif à l'heure actuelle ne répondra à toutes les demandes. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Problèmes démographiques. Bien sûr. On organise voilà, le bazar comme ça a été dit. D'un autre côté, c'est plus confortable quand c'est organisé.
Et ce qui est toujours difficile à vendre dans ce type d'organisation, nous on a eu le cas pour les généralistes quand on a mis en place les organisations de réponse aux demandes de soins non programmés qui ont basculé sur les SAS ensuite, c'était d'arriver à faire comprendre aux confrères que le jour où c'est lui qui propose des créneaux, bien sûr, il faut qu'il en dégage, mais le jour où c'est les autres, c'est lui qui a un confort d'exercice parce qu'il n'est pas sollicité par des demandes qui peuvent arriver au fil de l'eau parce que le collègue, il a ton numéro de téléphone, là c'est tous les collègues apparemment, puisque c'est pour, si c'est un pour le département, mais... et ça permet, comme ça a été dit aussi, de hiérarchiser les demandes, parce que ça a bien été expliqué par Florence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a caractérisé la demande, on est, et par rapport à la crainte d'Olivier de retard diagnostique, quand on a la téléexpertise, ça permet, bon, celui-là, je n'ai pas besoin de le voir, celui-là, je le vois dans les 40 heures, celui-là, je le vois dans les 2 mois, etc. Et ça, c'est quand même un confort d'exercice qui est permis par l'organisation. La peur de... C'est-à-dire que le dispositif n'est pas forcément adapté à l'urgence immédiate, quoi. Et la peur de certains collègues, moi j'en ai parlé avec mes collègues ORL, c'est de se retrouver avec un hôpital déficient, parce que nous on n'a plus de service d'ORL à l'hôpital, et de se retrouver avec des gens qui viennent en permanence, avec des épistaxis graves, etc., en pleine consultation, ce qui est ingérable. Donc c'est... ça leur fait peur, quoi. C'est fait pour les urgences relatives. Oui, non, mais voilà, mais à partir du moment où tu auras un contact, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses un patient, tu refuses un patient. Tu n'as pas de contact. Ah oui, tu n'as pas de contact. Ou alors, tu n'as pas de contact. Là, le truc est très urgent, il faut qu'il aille aux urgences. Tu peux répondre ça aussi. Non, mais c'est même, ça peut même être indiqué. Comme les soins non il y a un certain nombre d'experts qui précisent bien que ça ne rentre pas dans le cadre, c'est pas la peine d'envoyer la demande. C'est sûr que si tu as une hémorragie digestive, de toute façon, le circuit. C'est 72 heures. Pour le SS à l'ergo, oui. Ça sera départemental? Non. Régional. C'est régional. C'est bon. C'est bien, mais vous êtes situé. Moi, je suis à Tours. Régional. Ils n'avaient pas trop le choix, ils sont neufs. Alors j'ai une question, c'est uniquement pour les allergologues spécialistes ou aussi les médecins généralistes qui ont le DU en allergo? Peut-être on va reprendre les adhérents. Les adhérents. Alors les adhérents, normalement c'est... Oui. Donc normalement c'est que les allergologues. On a réussi à avoir une dérogation pour avoir des pédiatres qui font de l'allergo, des pneumologues qui font de l'allergo. Et on doit avoir un ORL aussi. Voilà, normalement ouais, c'est que pour les allergologues. Après il y a la plupart des médecins généralistes qui font de l'allergologie maintenant, ils font plus de l'allergologie. Ils ont demandé leur reconnaissance en tant qu'allergologue exclusif. De questions? Ouais. Je te laisse conclure peut-être cette table. Déjà, merci à vous 5 et merci à vous toutes et tous d'avoir joué le jeu.